Les grands moments vous emmènent aujourd'hui dans les années 1900. Nous vous emmenons à l'exposition universelle qui a été la vitrine rêvée pour des artistes, mais aussi pour le monde entier. Paris, la capitale de l'exposition universelle, n'est pas celle qui a inventé cet événement. Les expositions dites universelles furent créées pour présenter, en pleine révolution industrielle, la vitrine technique et artistique de différents pays. Le premier but de ces manifestations est de diffuser dans un but principal d'enseignement pour le public, faisant l'inventaire des moyens dont dispose l'homme pour satisfaire les besoins d'une civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs branches de l'activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d'avenir. Plus d'une vingtaine d'expositions universelles eurent lieu entre 1851 et 1935. Après nous être intéressés à Hector Guimard, nous vous emmenons aujourd'hui au cœur de l'exposition de 1900 à la découverte des autres monuments et réalisations à l'aube du XXe siècle. L'exposition de Paris 1900 est organisée dans la ville après celle de 1855, 1867, 1878 et 1889. Elle a pour thème « Bilan d'un siècle ». Annoncée le 13 juillet 1892, elle est inaugurée le 14 avril 1900 par le président Émile Loubet et ouvre au public le 15 avril. Elle se termine le 12 novembre après 212 jours d'ouverture. Elle accueille plus de 50 millions de visiteurs. Manifestation emblématique de la Belle Époque et de l'Art nouveau, elle lègue à Paris plusieurs bâtiments, dont le Petit Palais et le Grand Palais. Au total, 40 pays y participent, avec 83 000 exposants, dont 38 000 Français. Cette exposition a été 10 fois plus étendue que celle de 1855 et 136 entrées sont prévues pour y accéder. La plus importante est celle de la porte monumentale dessinée par René Binet, surmontée d'une statue de 6,8 mètres de hauteur, réalisée par Paul Moreau-Vautier. Durant 212 jours, plus de 50 millions de visiteurs participent au succès de la manifestation.
alors que la France ne compte à l'époque que 41 millions d'habitants. « 102 millions de voyageurs sont enregistrés dans les gares parisiennes. Pour les accueillir, les gares de Lyon, de l'Est et de Montparnasse sont réaménagées. L'ancienne gare du Champ-de-Mars est remplacée du côté des Invalides et la nouvelle gare d'Orsay est ouverte. Un parking à vélo de 750 mètres carrés est construit aux Champs-Élysées et un autre de 250 mètres carrés au quai d'Orsay. On pouvait se déplacer dans l'exposition en empruntant un trottoir roulant à 2 vitesses, situé sur un viaduc à 7 mètres du sol, composé de plateformes mobiles de 3 km de longueur, formant une boucle. Cet ancêtre de l'escalier mécanique était une nouveauté à l'époque. Plusieurs attractions populaires attirent les foules, notamment une grande roue, comme celle de l'exposition de 1893 à Chicago, mesurant 70 mètres de haut. Le cinéma des Frères Lumière est projeté sur écran géant. L'exposition se tient principalement sur le Champ-de-Mars, l'esplanade des Invalides et les jardins du Trocadéro. Mais également le long des 2 rives de la Seine, entre le nouveau pont Alexandre III et le pont d'Iéna, englobant sur la rive droite le cours de la Reine depuis son extrémité orientale face à la place de la Concorde. L'exposition a également présenté de nombreux tableaux et les progrès techniques de panorama. Rudolf Diesel expose son moteur diesel fonctionnant à l'huile d'arachide. L'exposition coïncide avec l'ouverture de la première ligne du métro de Paris, allant de la porte de Vincennes à la porte Maillot, inaugurée le 19 juillet 1900, afin de desservir les épreuves des Jeux olympiques. Les entrées des stations sont dessinées par Hector Guimard dans le style Art Nouveau. Le temps donné pour la réalisation fut court. C'est pourquoi les 43 pays exposants firent construire leur pavillon par du personnel à faible coût et un matériau de construction temporaire inventé à Paris en 1876, qui se composait de fibres de jute, de plâtre de Paris et de ciment. Mais ils les décorèrent magistralement pour les rendre attrayants et faire illusion sur les visiteurs. Souvent, les bâtiments temporaires ont été construits sur un cadre de bois et recouverts de colonnes, statues, murs, escaliers. Une fois l'exposition terminée, les bâtiments ont été démolis et les bois et matériaux qui pouvaient être récupérés et vendus
ont été recyclés. Situé sur le Champ de Mars, en face de la Tour Eiffel, le Palais de l'électricité était le clou du spectacle de l'exposition. Le bâtiment avait été conçu par Eugène Hénard comme un temple de fer et de verre. Devant la façade, entièrement illuminée la nuit, se dresse un château d'eau sous forme de fontaine qui comporte une statue de 6 mètres, le génie de l'électricité. Le tout sert à impressionner et montrer toutes les possibilités de l'électricité contrôlée depuis une vingtaine d'années par l'humain. L'exposition universelle de 1900 a été définitivement une perspective du futur du monde.